Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre C5 sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique, première partie. Et nous allons travailler sur l'état final d'une transformation chimique et de définir ce que c'est qu'une transformation totale. Alors tout d'abord, l'avancement d'une réaction, que vous connaissez déjà depuis la première, qui est notée X, s'exprime en mol, donc c'est comme une quantité de matière. À l'état initial, cet avancement est toujours nul, et puis à l'état final, lorsque le système n'évolue plus, on l'appelle XF. Alors, deux cas peuvent se présenter, soit la transformation est totale, ça veut dire que l'un des réactifs est entièrement consommé, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant, et dans ce cas, on aura l'état d'avancement final qui sera maximal, XF égale Xmax, qui sera vraiment lié à la quantité de matière du réactif limitant, divisé par son coefficient stoichiométrique. Et dans la pratique, si vous trouvez une transformation dont le XF vaut 0,99 Xmax, on pourra considérer que là encore, elle est totale, même si ce coefficient n'est pas vraiment égal à 1, mais au moins à 99%, on pourra considérer que la transformation est quand même totale. Et du coup, on représentera dans l'équation de la réaction chimique cette flèche-là pour dire qu'elle est totale. Alors maintenant, dans le cas d'une transformation qui n'est pas totale, du coup, on utilise ce symbole-là dans la réaction chimique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la réaction chimique s'arrête alors qu'il reste encore des réactifs à l'état final. Et de tous les réactifs sont encore présents. Alors pas dans les mêmes quantités qu'à l'état initial, mais ils n'ont pas entièrement disparu et pourtant la réaction chimique s'arrête. On parle d'une transformation aussi chimique qui est dite limitée. Non totale ou limitée, c'est pareil. Dans ce cas-là, l'avancement final est plus petit que Xmax et on dit alors que le système chimique n'évolue plus d'un point de vue macroscopique. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue macroscopique? Ça veut dire que les quantités de matière des réactifs et des produits sont constantes et n'évoluent plus. Par contre, au niveau microscopique, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire que le système chimique est le siège de deux réactions opposées. L'une qui se fait dans le sens direct, c'est-à-dire les réactifs réagissent pour former les produits, et l'autre dans le sens inverse. Attention, là cette fois-ci, ce sont les produits qui réagissent entre eux pour reformer les réactifs. Par exemple, ici, vous avez deux réactifs, grand A et grand B, et deux produits obtenus, grand C et grand D. Petit a, petit b, petit c, petit d étant les coefficients stoichiométriques. On appellera le sens direct lorsque A et B réagissent pour former C et D. Et on appellera sens inverse lorsque C et D réagissent pour former à nouveau les réactifs. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue microscopique, ces deux réactions se font à la même vitesse, à la fin de la réaction bien sûr, à la même vitesse et en même temps. Du coup, les quantités restent constantes, donc d'un point de vue macroscopique, le système chimique n'évolue plus. Mais en fait, microscopiquement, il y a deux réactions chimiques qui se font en réaction opposée. On dit alors que le système chimique est dans un état d'équilibre chimique dynamique, puisque vous avez les deux réactions qui n'arrêtent pas de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le taux d'avancement final? On utilise la lettre grecque taux, qui est un nombre sans unité, qui est donc un rapport de quantité de matière dû à l'avancement final sur l'avancement maximal. Puisque l'avancement final sera toujours plus petit, voire égal à l'avancement maximal, la valeur de taux sera toujours comprise entre 0 et 1. Donc, si taux est inférieur à 0,99, c'est-à-dire 99%, on dit alors que la transformation est non totale. Par contre, à partir de 99% jusqu'à 100%, on dit alors que la transformation est totale. Allez, vous faites ce petit exercice, page 144, vous mettez sur pause et on passe ensuite à la correction ensemble. Bien, nous corrigeons.
Alors, on vous dit qu'un fil de cuivre, donc quelque chose de solide, d'une masse de 5 grammes, est plongé dans une solution de 100 ml qui contient des ions argent. On vous donne la concentration en ions argent dans cette solution. Et on vous dit que la solution se colore en bleu et qu'un dépôt d'argent se forme sur le cuivre. Un dépôt d'argent, on parle donc bien d'argent solide. Et on vous donne l'absorbance obtenue de la solution, c'est-à-dire à l'état final, qui vaut 0,47. Alors la première question, c'est d'écrire l'équation de la réaction. Alors d'abord, de quel type de réaction s'agit-il? On a ici les deux réactifs, et on vous dit qu'il se forme de l'argent solide, ici, et que la solution se colore en bleu. Alors, quand on a une solution, initialement contenant du cuivre qui se colore en bleu, ça doit percuter et vous faire penser à la présence des ions Cu2+. Donc, on peut en conclure que le réactif cuivre va donner les ions cuivre et le réactif argent va donner donc le dépôt d'argent solide. On a bien ici une réaction d'oxydoréduction avec cet oxydant qui va se réduire en argent et ce réducteur qui va s'oxyder en ion Cu2+. Vous avez les deux couples avec les deux transformations, l'oxydation et la réduction, donc on va écrire les deux demi-équations. À savoir donc, attention, il ne faut pas se tromper dans les réactifs, on a bien du cuivre solide comme réactif et de l'ion argent comme réactif, donc il faut bien les écrire à gauche, puis vous les équilibrez avec les électrons. Vous vérifiez, donc un cuivre donne un cuivre, ici c'est pas chargé, 2 charges plus 2 charges moins, ça fait quelque chose de neutre, idem pour ici. Rappelez-vous également, les électrons sont toujours du côté de l'oxydant, donc ici du côté de Ag+, et ici du côté du Cu2+. Rappelez-vous encore, ces deux demi-équations vont former ce qu'on appelle l'équation bilan, mais attention, pour cela, il faut qu'il y ait autant d'électrons qui aient été éjectés que d'électrons captés ici par Ag+. Donc il va falloir multiplier cette deuxième équation par 2. Parce que dans le bilan, vous ne devez plus écrire les électrons. Et donc après, il suffit de faire l'addition membre à membre en n'oubliant pas que tous ces coefficients ici ont été multipliés par 2. Et voici donc la transformation obtenue. Cuivre solide, on a bien le cuivre qui était le réactif, plus ion argent, que l'on retrouve ici, donne donc les ions cuivre 2 responsables de la coloration de la solution en bleu, plus le dépôt d'argent solide. Donc on vient de répondre à la première question. La deuxième question, on vous demande, à l'aide du tableau d'avancement, de conclure au caractère total ou non. Donc en fait, il va falloir le calculer, ce taux d'avancement. Rappelez-vous, si on a un taux d'avancement inférieur à 0,99, on a une réaction non totale, XF inférieur à Xmax. Par contre, si on obtient à partir de 0,99, voire 1, eh bien, on a une réaction qui est totale. Donc, il va falloir calculer XF et Xmax. Alors attention, Xmax se calculera toujours par rapport au réactif limitant, alors que XF ne peut être obtenu que par une mesure expérimentale. Une mesure de pH, une mesure d'un volume d'un gaz obtenu, bon, je ne sais quoi encore. Ici, la mesure expérimentale, c'est l'absorbance de la solution qui est reliée à la concentration en ion Cu2+, puisque c'est la seule espèce chimique en solution qui est colorée. Donc, on va commencer par calculer XF. Du coup, je m'intéresse ici à la valeur de l'absorbance, que je reporte sur mon graphe et que je reporte ici pour avoir la concentration en Cu2+. Donc l'absorbance ici à 0,47, on en détermine du coup la concentration en Cu2+, à savoir, d'après mon graphe, 3,7 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça, c'est donc la concentration en ion Cu2+ à l'état final. Du coup, ça correspond à ce produit. Il va falloir relier cette concentration à la quantité de matière de Cu2+ à l'état final parce que, rappelez-vous, vous devez l'avoir en tête,
si on devait faire le tableau d'avancement pour cette équation, à l'état final ici, on écrirait XF. Et ici, 2XF. Donc on s'aperçoit que la quantité de matière de Cu2+ à l'état final, c'est justement XF. Alors ici, on ne vous donne pas la quantité de matière, on vous donne la concentration, mais c'est facile de la calculer, puisque la quantité de matière dans une solution, c'est N égale C fois V. Donc ici, concentration en ion Cu2+, fois ici le volume de la solution. Attention, puisqu'on a une concentration en mol par litre, il nous faut un volume en litres, donc ne pas oublier de multiplier par 110 puissance moins 3 pour l'avoir en litres. Et on obtient 3,7 10 puissance moins 3 mol à l'état final d'ion Cu2+. Et ça, justement, c'est XF. Donc, ça y est, on vient de calculer XF. Il va falloir maintenant calculer Xmax. Pour calculer Xmax, il faut toujours trouver quel est le réactif limitant. Alors, pour cela, il n'y a pas... c'est toujours la même méthode. Il va falloir calculer les quantités de matière des deux réactifs et faire le rapport avec leur coefficient stoichiométrique pour voir quel est le rapport entre les deux qui est le plus petit. Donc on y va. Calculons les quantités de matière des ions Ag+ et Cu solide, qui sont les deux réactifs. Donc, pour Ag+, c'est un ion donc en solution aqueuse, donc c'est C fois V, donc concentration initiale que l'on vous donne ici, fois le volume de la solution 100 ml à convertir en litres, on obtient 7,5 10-3 mol. Pour la quantité de matière initiale de cuivre, là c'est un solide, donc c'est la masse de cuivre sur la masse molaire, on obtient 7,8 10 puissance moins 2 mol. Une fois que vous avez calculé les quantités de matière, on fait les rapports des quantités de matière sur leur coefficient stoichiométrique. Donc le coefficient stoichiométrique pour Cu c'est 1 et pour Ag+, c'est 2. Donc on fait ces rapports et on s'aperçoit que 7,5 10-2 est plus grand que 7,5 10-3 sur 2. Donc le plus petit des deux rapports correspond au réactif limitant. Donc ici c'est bien les ions Ag+, qui sont le réactif limitant. Et ce rapport-là, c'est justement Xmax. Du coup, Xmax est égal à 3,7 10 puissance moins 3 mol lorsqu'on reste avec deux chiffres significatifs. On a XF, on a Xmax, on calcule taux, qui est égal à 1, puisqu'ici on a les mêmes valeurs, donc on peut en conclure que la transformation est totale. On passe à l'exercice 6. Je vous laisse le faire et puis on se retrouve pour la correction. Mettez sur pause. Bien, alors on corrige. On a un volume d'acide éthanoïque pur qui est versé dans une fiole jaugée. La fiole fait 500 ml. Puis après on rajoute de l'eau et on mesure le pH de la solution, c'est-à-dire à l'état final, et elle vaut 3,1. On vous dit que l'acide éthanoïque que l'on a mis pur réagit avec l'eau selon cette équation-là. Et on vous demande de calculer l'avancement maximal de la réaction pour la première question. Donc l'avancement maximal, rappelez-vous, il faut trouver le réactif limitant et Xmax sera toujours égal à la quantité de matière du réactif limitant divisé par son coefficient stoichiométrique. Bon, ici, des réactifs, vous n'en avez que 2. Et comme on fait une dissolution dans l'eau, l'eau est le solvant et va être en large excès. Donc déjà ici, le réactif limitant, c'est forcément l'acide éthanoïque. Alors maintenant, il va falloir calculer la quantité de matière initiale d'acide éthanoïque. Alors pour cela, on vous dit, l'avancement maximal se calcule donc par rapport au réactif limitant, ici l'acide éthanoïque, puisque l'eau est le solvant donc en large excès. Donc Xmax sera égal à la quantité de matière du réactif limitant sur son coef, c'est-à-dire 1, donc ici je n'ai pas écrit le 1, ça ne sert à rien. Alors comment calcule-t-on une quantité de matière d'un liquide pur, puisqu'on en a prélevé 1 millilitre de ce liquide.
après on a rajouté de l'eau, mais au niveau de la quantité de matière introduite, c'est bien dû à la quantité que l'on a dans VA 1 ml. Alors pour cela, on vous donne des données, mais d'un point de vue, déjà comme c'est un corps pur, c'est la masse de l'acide éthanoïque sur la masse molaire. Alors, la masse molaire, on vous la donne là. Comment va-t-on calculer la masse initiale d'acide éthanoïque? Alors pour cela, vous avez des données, vous avez le volume et la densité. Je vous rappelle que la densité, c'est le rapport de la masse volumique de l'acide éthanoïque sur la masse volumique de l'eau. Donc du coup, on peut dire que la masse initiale d'acide éthanoïque, c'est la masse volumique de l'acide éthanoïque fois le volume donc prélevé. Or, ici, la masse volumique de l'acide éthanoïque, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau. D'où ce terme-là, qui est égal à D fois ρ de l'eau. Ρ de l'eau, on ne vous le donne pas parce que vous êtes censé le connaître. À savoir que ça fait 1 gramme par millilitre ou 1 kg par litre, comme vous voulez. Et le volume étant ici de 1 millilitre, il vaut mieux le laisser comme cela parce que on a 2 unités qui sont cohérentes, donc on n'a pas de conversion à faire. Donc on peut faire ce calcul. Et on trouve une masse initiale donc d'acide éthanoïque de 1,05 g avec 3 chiffres significatifs puisque toutes les données sont à 3 chiffres. Alors ici on a la masse, donc on va pouvoir en déterminer maintenant le rapport avec la masse molaire. La masse molaire, elle vous est donnée ici. Donc on va pouvoir calculer Xmax, qui fait 1,75 10-2 mol en tenant compte des 3 chiffres significatifs. Donc nous venons de répondre à la première question. Maintenant, on vous demande de calculer le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final, je vous rappelle, taux égale XF sur Xmax, donc il va falloir calculer XF. Et XF, je vous rappelle, se calcule toujours par rapport à une donnée expérimentale. Ici, la donnée expérimentale, c'est le pH de la solution, qui vaut 3,1. Or, le pH, il est lié à la concentration dans H3O+, qui est un produit. Là encore, vous devez avoir dans la tête le tableau d'avancement à l'état final. On aura ici XF pour l'ion éthanoate et ici XF également pour l'ion oxonium. Attention, XF, XF sont des quantités de matière, donc il va falloir le relier à la concentration. Alors on y va. La concentration à l'état final de H3O+, par définition c'est 10 moins pH, le pH qui m'est donné, donc je connais la concentration de H3O+, à l'état final. Pour avoir XF, eh bien, je sais que cela correspond à la quantité de matière finale de H3O+. Or, la quantité de matière finale de H3O+, N égale C fois V, c'est-à-dire concentration fois le volume. Concentration fois le volume. Là, je connais tout. Attention, le volume, cette fois-ci, c'est celui-ci, puisque on a versé l'acide dans l'eau, et c'est lorsqu'on a versé l'acide dans l'eau qu'on a mesuré le pH. Donc le volume final, c'est les 500 ml de la fiole jaugée. Je passe au calcul et je trouve un XF qui vaut 4,0 10 puissance moins 4 mol. J'en déduis donc le taux d'avancement en écrivant que c'est le rapport de XF sur Xmax, et je trouve 2,3 10 puissance moins 2, ce qui est donc très petit par rapport à 1, donc on peut considérer que la transformation n'est pas totale. Alors parlons à présent de la notion de quotient de réaction et de constante d'équilibre. Tout d'abord, le quotient de réaction que l'on appelle grand Q indice R. Soit un système chimique qui est le siège d'une transformation chimique en solution aqueuse, telle que petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Toutes les espèces ici sont aqueuses. Petit a, petit b, petit c, petit d représentent ici les coefficients stoichiométriques du réactif A, du réactif B, du produit C et du produit D. Je fais cette double équation dans le sens où là, on ne sait pas si la réaction est totale ou non totale, par exemple. Dans le doute, on écrit toujours comme ça.
Eh bien, dans un état donné d'un système chimique, on va appeler le quotient de réaction QR, qui, attention, est un nombre absolument sans unité, eh bien, qui est égal à ce rapport-là. On prend les concentrations des produits à condition qu'ils soient aqueux. S'ils sont solides ou liquides, comme un solvant, eh bien, on ne le prendra pas en compte. Donc, la concentration divisée par une concentration standard, qu'on verra qui est égale à 1 mol par litre, le tout à la puissance du coefficient stoichiométrique de l'espèce considérée. Donc, on fait ça au numérateur, on met tous les produits, multipliés entre eux donc, et au dénominateur, on met tous les réactifs. Comme la concentration standard vaut 1, ici, mol par litre, eh bien on peut un petit peu simplifier QR pour l'écrire comme ceci. Alors attention, QR n'a pas d'unité, puisqu'en fait ici on a des mols par litre divisé par des mols par litre, donc forcément ce rapport, comme tous les autres, n'a pas d'unité. En l'écrivant comme ceci, on pourrait croire qu'il y a des unités, mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous de la vraie valeur, c'est juste ici une simplification pour l'expression de QR. Donc voici comment ça s'écrit, rappelez-vous, donc au numérateur les produits, au dénominateur les réactifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si parmi ces réactifs ou ces produits, on a un solide ou un solvant, qui souvent est de l'eau, eh bien sa contribution sera remplacée par la valeur 1, donc il n'apparaîtra pas dans le rapport. Allez, essayons de faire cet exercice-là. Mettez sur pause et on corrige en suivant. Alors, on y va. Vous remarquez que ces deux équations correspondent presque à la même chose puisqu'on a les mêmes réactifs et on a les mêmes produits. Mais cette équation 2, vous voyez qu'au niveau des coefficients stoichiométriques, ils ont tous été multipliés par 2 par rapport à la première. En fait, on veut savoir si, selon comment on écrit l'équation, eh bien, si le quotient de réaction va être modifié ou pas par rapport à ce type d'écriture. Alors, on y va. On va exprimer les quotients de réaction QR1 pour la réaction 1 et QR2 par rapport à la réaction 2 en utilisant donc la définition que vous avez précédemment vue. Alors, on y va. Pour QR1, les réactifs PbO, ici, celui-là, il est solide, et H2O est liquide, c'est le solvant. Donc, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation de QR, enfin la valeur de QR, pardon. Seules les espèces aqueuses donc interviennent. Or, ce sont des produits qui se mettent donc au numérateur. Donc, on peut écrire que c'est la concentration en Pb2+, sur la concentration standard, le tout à la puissance 1, donc ici je ne l'ai pas écrit, fois la concentration en HO- sur la concentration standard, le tout à la puissance 2 que j'ai écrit ici, divisé par, attention, leur contribution ici est égale à 1. Donc on peut simplifier cette expression en écrivant que c'est la concentration en Pb2+, fois la concentration en HO- au carré, sur concentration standard puissance 3. Comme ça, c'est égal à 1 mol par litre. On pourra aussi l'écrire de cette façon-là. Attention, QR1, je vous rappelle que c'est un nombre qui n'a pas d'unité. On dit aussi qu'il est sans dimension. On va faire exactement la même chose pour l'équation numéro 2. Donc ici, attention, cette fois-ci, là encore ce sont solides et ici c'est le solvant, donc leur contribution est égale à 1. Ce sont les réactifs, donc on met au dénominateur. Par contre, pour les produits, donc concentration en Pb2+, donc sur concentration standard, le tout puissance 2. Et on fait la même chose pour ici, le tout puissance 4. Donc, si je simplifie, ça me donne ça. Je pourrais aussi simplifier en écrivant, je ne l'ai pas écrit là, mais QR2 égale, j'écris juste ça, c'est-à-dire Pb2+ au carré fois H- puissance 4. Donc là, on vient de répondre à la question 1. Et on vous demande si l'expression du quotient de réaction dépend de l'écriture de l'équation. Vous remarquez bien que QR1, ce n'est pas la même chose que QR2.
Et si on regarde bien, eh bien QR2 pardon, est égal au carré de QR1. Donc, on n'a pas la même valeur entre QR2 et QR1 si on devait le calculer avec les concentrations. Donc oui, QR dépend de l'écriture de la réaction. Alors, ça va être très important pour la suite parce que on va vous demander de calculer QR et de le comparer à une autre dimension, à une autre grandeur. Pour cela, il faut bien vérifier que votre équation a été écrite avec des coefficients stoichiométriques qui sont des entiers et les plus petits possibles. Sinon, eh bien, vous allez avoir des choses complètement fausses. Donc, d'où l'importance d'écrire correctement une équation et l'écrire dans le bon sens, c'est-à-dire les réactifs à gauche et les produits à droite. Parce que là encore, si on se trompe et on fait l'inverse, ben vous comprenez bien que le QR, par exemple, que nous aurions obtenu ici, on aurait obtenu l'inverse. C'est-à-dire ce nombre-là et ce nombre-là, ils auraient été sous la barre de fraction. Donc, il faut bien l'écrire dans le bon sens et avec les plus petits chiffres en tant que coefficients stoichiométriques possibles, mais qui restent des entiers. Alors justement, nous allons parler maintenant de la constante d'équilibre que l'on appelle grand K. Lorsqu'un système chimique évolue vers un état d'équilibre, le coefficient de réaction atteint une valeur constante que l'on appelle K, qui va dépendre uniquement de la température du milieu dans lequel le système chimique évolue et qui ne dépendra pas de la composition initiale du système chimique. C'est-à-dire, selon les quantités de matière introduites, ça n'en dépendra pas. Donc uniquement de la température. On l'appelle K, mais ça correspond aussi au quotient de réaction à l'équilibre. Donc que l'on peut écrire QR, EC. EC pour équilibre. Remarque, si K donc est supérieur à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000, on pourra toujours considérer que la réaction est totale. Et donc on pourra l'écrire avec le symbole de la simple flèche. Alors, je vous rappelle QR, cette expression-là. Et donc, QR à l'équilibre, eh bien, on pourra écrire la même chose, sauf qu'ici, on écrira concentration de C ici à l'équilibre, puissance C, concentration de D à l'équilibre, puissance D, etc., etc. Alors, maintenant, on va parler du critère d'évolution spontanée, c'est-à-dire qu'on va comparer QR avec K. Pas n'importe quel QR, QRI à l'état initial avec K. Donc tout système chimique va spontanément évoluer vers ce qu'on appelle un état d'équilibre. Si j'ai cette transformation-là, par exemple, eh bien, à l'état initial, je peux écrire que le quotient de réaction, je précise bien le I ici, à l'état initial, c'est par définition la concentration à l'état initial de C, puissance petit c, oui, fois la concentration de ce produit à l'état initial, puissance petit d, sur la concentration de ce réactif à l'état initial, puissance petit a, fois la concentration de cet autre réactif à l'état initial, puissance petit b. Alors, deux choses peuvent se produire une fois que vous avez calculé QRI. Et on vous donne K, eh bien si QRI est plus petit que K, alors le système va évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire que A plus B va donner C plus D. Donc dans ce sens-là. Alors que si, au contraire, QRI est plus grand que K, alors le système va évoluer dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce seront C et D qui vont donner A. Donc rappelez-vous bien, sens direct, sens inverse, parce qu'on va vous le demander tout le temps. Donc pour se rappeler, vous avez une certaine valeur de K qui vous est donnée, elle est donnée par les tables, qui est un nombre sans unité. Pour savoir dans quel sens la réaction va se faire, est-ce que c'est de A et B vers C et D ou inversement, eh bien il faut calculer le QR, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état initial. Et donc, s'il est plus petit que K,
l'évolution se fait dans le sens direct de l'équation selon comment vous l'avez écrite, alors que sinon elle se fait dans le sens inverse. Allez, pour nous entraîner, nous allons faire cet exercice. Je vous laisse y réfléchir et on se retrouve pour la correction. Bien, alors, on vous dit que nous avons 20 ml de solution de nitrate de plomb. On vous donne la concentration en ion plomb qui est ajoutée sans variation de volume à un solide qui est de la poudre d'étain. Donc là, en fait, on connaît les réactifs, Pb2+, et l'étain solide SN. Donc on retrouve ici Pb2+, et l'étain solide SN. On a deux couples ici d'oxydoréduction. L'un, un des réactifs est l'oxydant, l'autre réactif est le réducteur, donc il va se produire une réaction d'oxydoréduction que l'on va écrire ensuite. À l'état final, les ions SN2+, à l'état final, on vous donne la concentration obtenue et on vous dit que cette constante d'équilibre, associée donc à cette équation, elle est égale à 0,33. Donc déjà, première chose, il va falloir écrire l'équation de la réaction, mais dans le bon sens. Comme je vous l'ai dit, c'est très important. Donc ici, on repère le réactif, qui est donc les ions Pb2+, avec l'étain, qui est donc de formule SN à l'état solide. Je les retrouve ici dans ces deux couples, et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les ions plomb vont se réduire en plomb solide, et l'étain solide va s'oxyder en ion étain. Donc à présent, vous pouvez écrire les deux demi-équations correspondantes en faisant bien attention à mettre toujours le réactif à gauche. Je l'ai souligné ici et là, donc je les retrouve là et là. Et puis ici, deux électrons, donc il suffit de faire l'addition membre à membre pour trouver l'équation bilan de cette transformation. Donc on vient de répondre à la première question. Du coup, deuxième question, on me demande de calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial, donc QRI. Alors QRI, attention ici, vous avez ce réactif qui est un solide, donc qui n'apparaîtra pas dans QRI, et ce produit qui est aussi un solide, qui donc n'apparaîtra pas dans QRI, puisque leurs contributions valent 1. Donc QRI, par définition, est égal à la concentration en SN2+, divisé par C0 si vous voulez, le tout divisé par la concentration en Pb2+, divisé par C0. Je n'ai pas fait apparaître le C0 puisqu'il se simplifie. Puisque tous les coefficients sont égaux à 1, ici on obtient 1 et 1. Donc voici la valeur de QRI. On vous donne K. Pour savoir, donc on va le calculer d'abord, pardon. Alors ici, concentration en SN2+ initial, il est nul, puisque à l'état initial, on n'a pas encore fabriqué du produit, pardon. Et par contre, concentration en Pb2+ initial, eh bien, c'est la concentration qu'on vous a donnée ici, à savoir 1,2 mol par litre. Donc 0 divisé par 1,2 mol par litre, eh bien, on obtient donc QRI qui est nul. Comme on me donne K, eh bien, je vais pouvoir en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Puisque QRI est inférieur à K, alors rappelez-vous, le système va évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens Pb2+ plus Sn donne Pb plus Sn2+. On passe à la question 4. Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état final. Alors, je vous ai réécrit ici l'équation. À l'état final, par définition, QRF égale, là encore, on ne tient pas compte de l'étain solide et du plomb solide, mais ce sera exactement le même rapport que précédemment, sauf que on passe à l'état final. Alors, comment le calculer? Eh bien, déjà, pour le numérateur, c'est donné. On vous dit ici que SN2+ à l'état final vaut 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre pour ce qui concerne sa concentration. Donc, ça, je connais. Maintenant, comment calculer la concentration à l'état final de Pb2+. Là encore, il faut que vous ayez le tableau d'avancement dans la tête. À l'état final,
eh bien ici, on aura en dessous de là et là, XF, XF. Or, XF, c'est une quantité de matière de SN2+, à l'état final, que je peux donc relier ici à la concentration, puisque je connais le volume. Donc, je vais pouvoir calculer XF. Et pour avoir ceci, il me faut donc la concentration à l'état final de Pb2+, mais avant de parler de concentration, je vais pouvoir calculer la quantité de matière à l'état final. Puisque si je connais XF, et si je connais la quantité initiale de Pb2+ à l'état initial, je vais pouvoir déterminer la quantité finale. En effet, je peux en déduire ici la valeur de XF. Donc je connais ça, donc je vais pouvoir écrire XF, qui est égal à la concentration en SN2+, à l'état final fois le volume. On trouve 5,010 puissance moins 5 mol. Donc maintenant, pour trouver la concentration en Pb2+ à l'état final, c'est par définition la quantité de matière à l'état final de Pb2+ sur le volume. Or ça, la quantité de matière de Pb2+ à l'état final, essayez là encore d'avoir le tableau d'avancement dans votre tête, sinon vous le faites rapidement. Ce sera la quantité de matière à l'état initial moins XF, puisque ici la valeur du coef est égale à 1. Donc, je remplace ici Ni de Pb2+ moins XF. Or, je peux donc dire que c'est égal à quantité de matière de Pb2+ à l'état initial sur V moins XF sur V. Or, ça, eh bien, c'est égal à la concentration en Pb2+ initial, donc moins XF sur V. Et ça, on me le donne ici. Comme je connais maintenant ceci, je connais XF calculé précédemment et le volume, eh bien j'en déduis la concentration en ion plomb à l'état final qui vaut 7,5 10 puissance moins 3 mol. Je peux donc calculer le quotient de réaction à l'état final puisque j'ai toutes les valeurs et on obtient 0,33. Ainsi, on retrouve la valeur de K. Effectivement, tout système évolue de sorte à atteindre l'état d'équilibre notifié par la valeur de K pour la constante d'équilibre. Donc à l'état final, le système a bien atteint son état d'équilibre. Voilà, c'est tout pour cette première partie. N'hésitez pas à noter vos questions et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie sur les piles. À bientôt!